C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo. Au programme aujourd'hui, l'édito de RIS, qui est une réponse au dernier essai de François Héran du Collège de France, un essai qui s'intitule « Lettres au professeur sur la liberté d'expression » aux éditions de La Découverte. On parlera ensuite du reportage de Robert McLiam-Wilson. Robert, cette semaine, s'intéresse à la question de la violence chez les jeunes, et pour cela, il est allé du côté des Halles, à Paris. Et enfin, pour finir, le sujet ici de notre conférence de rédaction de ce matin, ces œuvres du passé qui sont modifiées pour coller aux valeurs de notre époque. Alors, avec moi aujourd'hui, Rhys. Salut Rhys. Bonjour. Robert McLiam-Wilson est également présent. Salut Robert. Hello everybody. Et avec nous aussi, le dessinateur Join. Salut Join. Salut Xavier. Alors, pour commencer, on va parler de l'édito de Rhys. En lisant ton édito, Rhys, j'ai l'impression que ce que dit ce prof n'est pas très nouveau. Et alors, pourquoi est-ce que tu as voulu en parler ? Parce que j'ai un peu l'impression qu'ils essayent de remettre un peu, de réchauffer des vieux plats qui sont déjà pas mangeables depuis bien longtemps. Ouais. Et ils essayent de resservir des vieilles recettes qui sont, à mon avis, sans consistance, avec un certain... Je ne sais pas si ça a beaucoup d'écho, mais à diriger aux profs, pour les aider à parler de tout ça. Je pense que c'est une impasse totale et qu'il y a d'autres choses à dire aux élèves que ce qui est prodigué dans ce genre de texte. Voilà. Oui, parce que justement, comme je disais à l'instant, ça s'appelle « Lettres au professeur sur la liberté d'expression ». Donc, qu'est-ce qu'il recommande, lui, finalement ? Oui, c'est des profs qui donnent des conseils aux profs. Bon, les profs adorent faire les profs, et expliquer au monde ce qu'il faut penser. Bon, c'est vrai que nous... on a tous eu des profs, mais je crois que Charlie Hebdo, on n'a pas besoin qu'on nous fasse la leçon, qu'on nous explique quoi penser de tout ça. Ces questions-là, on a été confrontés en fait très directement. Oui. Et en plus, je dirais que quand on fait un journal, on est amené à prendre des décisions, à publier des choses. On n'est pas dans le commentaire distancié du professeur qui surplombe et qui corrige les copies à la fin du cours. Donc c'est beaucoup plus concret ce qu'on fait Charlie Hebdo. C'est plus risqué aussi, ça on l'a vu, et ça sera toujours un peu plus risqué parce que voilà, et donc c'était aussi une réponse à ce genre de considération. Je voulais juste rappeler aussi quelque chose qui est tellement évident qu'on ne le dit pas, c'est que on a aussi le droit de contester l'existence de Dieu. Oui, bien sûr. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'intellos, en fait, ils le font aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'ils se branlent sur le fait religieux, c'est très intéressant le fait religieux, mais il n'y en a pas beaucoup qui osent dire que tout ça, c'est une pure construction, à une époque où, justement, beaucoup d'intellectuels s'excitent sur la déconstruction de tout un tas de choses. Il y a une seule chose qui n'est pas déconstruite, c'est Dieu. Et quelque chose qui est encore moins déconstruit, c'est la religion, qui est une pure construction, c'est une pure invention de l'esprit humain. Et alors là, il n'y a pas grand monde, en tous les cas, pour déconstruire cette chose abstraite et totalement artificielle que sont les dogmes, la théologie, toutes ces choses-là. Oui, voilà. Non, mais attends, alors, Robert, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Robert? Non, je suis choqué. Tu es choqué. Tu es en train de me dire que le Dieu n'existe pas? Putain. Mais oui, parce que tu... Mais je suis vraiment déprimé, là. Et c'est quoi qui nous arrive après la mort? Non. C'est dur, oui, c'est parce que la religion, c'est quand même un truc qui donne des repères dans un monde où il n'y en a plus beaucoup. Je pense que ça brouille encore plus le peu de repères qu'on a, et puis on n'a pas besoin de ça comme repère. Je voyais l'autre fois sur une chaîne égyptienne un jeune athée qui essayait de contredire un imam, et il avait le courage de dire que on peut traverser l'existence avec des valeurs humaines et on n'a pas besoin de recourir à une spiritualité. Enfin, on peut avoir une vie tout à fait digne et être respectueux des autres et vivre en harmonie avec les autres sans recourir à des préceptes divins. Voilà, on n'a pas besoin de ça en fait. Sauf Robert, visiblement. Il avait besoin de ça. Oui. On va voir. Non, mais le problème avec le discours de ce monsieur-là, c'était, en fait, il a dit ouvertement que la liberté d'expression est effectivement limitée par la liberté de croyance. Ah ben non. Ben non. Sûrement pas. Oui, alors, il invoque la décision
qui avait été prise en 2006 ou en 2007 par le Oui, en la 7e 2007. chambre sur le procès des caricatures, mais c'est pour ça que j'ai l'édito est un peu long cette semaine, parce que j'ai préféré mettre des passages entiers de cette décision, où c'est très clair, où on dit qu'on peut effectivement choquer des gens, heurter des gens, à partir du moment où ça s'inscrit dans un débat, où ça enrichit le débat. Donc c'est vrai que quand on veut émettre des idées qui sont censées enrichir le débat, ben oui, on prend le risque de choquer, de heurter des gens, et on a le droit. Voilà, on peut le faire. Ce que précise le tribunal, c'est qu'il ne faut pas le faire gratuitement. D'accord. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire juste pour le plaisir de le faire, mais c'est ce qu'on essaye de faire toujours à Charlie Hebdo. Quand on publie quelque chose, un dessin, un texte, c'est qu'on défend quelque chose. Voilà. On le fait pour 3 € quand même. Voilà. Mais aussi, sa logique était complètement à côté de la plaque, parce que la mécanique de son argumentation, c'était qu'il fallait respecter les croyances des musulmans, des chrétiens. Mais si on fait ça, et on doit ça aux scientologues aussi. Oui. Et est-ce qu'on est au courant des croyances des scientologues? Oui, c'est un très bon exemple. Il y a des ovnis, des planètes. Il y a Georges Moustaki, qui est, je crois, le dieu. Hein. N'est-ce pas? Oui, puis le discours qui consiste à dire qu'il faut laisser un espace aux religions pour respirer, ce qui est quand même assez surréaliste, parce que quand on se renseigne, il y a à peu près 6 milliards de croyants. C'est nous qui aimerions avoir un petit espace pour respirer. Nous, notre espace est quand même très petit. Tu vois, on revendique pas un grand espace, mais on revendique juste de vivre tranquillement et en paix. Voilà. Ok. En attendant, vous pouvez trouver le jugement de 2007 sur le site. Je crois qu'on a tout mis sur le. On a mis, site, les attendus les plus importants sur le site de Charlie Hebdo. Donc, j'invite les professeurs, avant de lire cet ouvrage qui n'est pas très enrichissant, de lire ce qui a été décidé par le tribunal. C'est très clair et c'est à mon avis riche d'enseignements pour leurs élèves, en fait. Voilà. Ok. Elle va pas vite, la justice. Hein. En tout cas, ce jugement, vous pouvez le retrouver sur la page d'accueil du site charliehebdo.fr. Et voilà, maintenant on va passer au sujet suivant. Alors Robert, dans ton reportage cette semaine sur les groupes de jeunes du quartier des Halles à Paris, tu dis que ta principale découverte lors de ce reportage, c'est que la violence est une monnaie chez les jeunes, et tu dis aussi que la seule manière pour eux de protester contre la violence, c'est la violence. Alors c'est peut-être un peu surprenant de lire ça au premier abord. Surtout la deuxième partie de ton explication, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? La réalité du monde des jeunes, c'est qu'on va au lycée ou on s'amuse dans les rues, et si tous les gens à côté sont assez brutaux ou violents, on ne peut pas proposer les propos de Gandhi en disant la violence ça marche pas, il faut qu'on se défende, quoi. Et tout le monde, surtout les jeunes mecs, mais aussi les femmes, les nanas étaient conscients de ça. Parce que tu as pu parler à beaucoup de jeunes, il me semble, et donc y compris les filles, les jeunes filles tiennent le même discours que les garçons, c'est ça? Pour les trucs dans la rue, l'accent, là, ça aide beaucoup. Hein. Les gens veulent m'aider, et on dit, oh le pauvre monsieur, là, qu'est-ce qu'il fout là? Que tu es le dernier touriste irlandais qui est perdu dans Paris. La moitié du temps, je dis que c'est un reportage pour le New York Times. C'est pas Charlie Hebdo, quoi. Je suis pas con, hein. Ah oui, donc le New York Times, ça passe quand tu... Et ils te demandent pas la thune quand tu dis ça. Non, mais souvent, quand je dis ça à un jeune arabe, je dis, je fais un reportage pour le New York Times. Après 10 minutes, je dis, quand même, c'est pour Charlie Hebdo. Et on se moque de moi en disant, mais t'es nul, quoi. T'es nul et t'es lâche. Et je m'en fous. Je trouve ça assez rassurant et classe. Ok. Et toi, Jo, t'en penses quoi? Est-ce que tu as lu le reportage de Robert? Et plus important, est-ce que tu aimais bien te battre quand tu étais plus jeune, toi, ou pas? Ça m'est arrivé de me battre au collège. Et ce qui est bien quand on se bat, en fait, c'est qu'on voit le résultat immédiat de ce qu'on a créé. Mais on se rend compte assez vite que c'est assez limité au final, quoi. Voilà. Après, j'ai grandi en Corse. Alors, en Corse, il y a plein de théoriciens et de défenseurs de la violence, avec par exemple Talamogne qui explique que la violence, c'est l'usage disproportionné de la force. Donc, on savait jamais
trop si quelque chose qui avait été fait était violent du coup ou pas, parce qu'on savait jamais trop où placer le curseur, quoi. C'est une façon d'intellectualiser le truc, et je crois que t'en parles assez bien de ça dans ton C'est une portage. différence d'âge. Parce que une bagarre à 13 ans, 14 ans, c'est pas la même chose qu'à 16 ans ou 17 ans, où on a beaucoup plus de force. Mais il y a aussi, et tout le monde a parlé de ça, le but de faire mal. Parce que la bagarre entre des gamins de 14 ans, c'est pas de tuer normalement. Ah oui, il y a une différence de degré dans la violence. Oui, de tout. Ouais. Hein. Mais toi, tu as parlé à des jeunes de quel âge, en fait? C'était plutôt 16, 17, parce que c'est assez difficile à aborder des mineurs dans la rue, c'est quoi. vrai. Oui. Et il n'y en avait pas, en plus. D'accord. Et juste peut-être dernière... Mais même eux, ils étaient conscients du fait que c'est... En fait, n'importe quel drame qui se passe, il y a toujours la réaction dans la presse. Oh, c'est la fin du monde. Oh, les jeunes sont plus violents que jamais. Et même eux, ils étaient conscients qu'ils ont parlé à leur papa. À leurs parents. Oui, et ils ont dit que c'était toujours pareil. C'était pareil pour moi à Belfast dans les années 80. Tu parles aussi de ton expérience personnelle dans le reportage. reportage. 70, ça n'a jamais changé. Tu te battais, toi? J'ai fait partie des vrais batailles avec une centaine de gars, parce que c'était jouissif et assez sympa. Jusqu'à 14 ans, il parlait pas, donc en attendant, voilà. le guide moyen de s'exprimer. Et je chantais. Ah merde. Ok, j'espère qu'on en saura un peu plus sur tes jeunes années à Belfast dans un mais prochain le passage reportage. à l'âge adulte, je crois, c'est quand on t'explique que voilà, faut penser aux conséquences de la violence, en fait. C'est parce que quand tu frappes sur un mec, bon voilà, tu penses pas que tu peux le tuer, mais après quand t'intellectualises ça, tu te dis merde, voilà, ça peut potentiellement partir vraiment en couille, quoi. Oui, et c'est énormément ça. C'est une question des conséquences, et à 15 ans, on n'est pas censé de réfléchir. Bah non, et puis en plus tu te penses indestructible, et puis t'as vu des films, des dessins animés, le mec se relève toujours, quoi. Alors que voilà, il peut mal tomber, et ça s'arrête là, et t'as tué un mec à 14, à 15 ans, quoi. Et justement, tu fais bien de parler de dessins animés, puisque ça va être le prochain sujet et dernier sujet de notre podcast. Ah bah si t'as besoin d'une transition, tu m'appelles. Hein. Oui, alors notre dernier sujet, c'est un sujet un peu particulier auquel on ne s'attendait pas forcément. C'est le personnage de Pépé le Putois, personnage de Disney. Non, mais ça se dit comment en anglais? Pépé le pu. C'est encore plus dégueulasse. Qui pue. Ouais, en fait, c'est justifié, il faut le censurer. Rien que pour ce nom-là, je crois que c'est... Et donc, en fait, la semaine dernière, il y a quelques jours, un chroniqueur du New York Times estimait que ce personnage de Disney, qui est donc un personnage assez ancien, normalisait la culture du viol. Et... c'est vrai. Et dans la foulée, la Warner a expliqué qu'elle n'utiliserait plus le personnage en question et qu'elle allait même le retirer de l'un de ses prochains films. Donc effectivement, ce matin, on parlait un petit peu de tout ça, et surtout de manière plus générale de la tendance qui existe de vouloir réécrire certaines œuvres du passé pour les rendre, entre guillemets, plus présentables. Alors, évidemment, c'est une question un peu à la fois mal définie et puis un peu vaste, mais pour la traiter en si peu de temps. Mais alors, finalement, vous, qu'est-ce que vous en pensez tous les trois de ça? D'abord, en tant que fan énorme de Looney Tunes, il faut dire que Pépé le comment en français? Le Putois. Le Putois. Pépé le Putois n'était pas le héros, quoi. Il était le gros dégueu, le nul à chier, le Charles Aznavour à la con, avec un accent de merde, mais exagéré. Et c'était très drôle parce que il était toujours en train d'essayer de chasser une chatte. J'ai le droit de dire une chatte avec mon accent, ça marche. Mais c'était un chat femelle qui a, par hasard, attaché son dos avec un truc de blanc, et donc elle ressemblait à un skunk. Et donc il était convaincu qu'elle faisait partie de son espèce, un putois. Et il fait son truc l'autre, quoi. La galanterie française à l'ancienne, le systématisme qu'on voit tous les jours. Bonjour, le droit directeur du FMI. Et la pauvre chatte essaie de l'échapper, il est ridicule. Oui, c'est ça qui est un peu étonnant finalement, si on veut en parler un tout petit peu sérieusement, c'est que le personnage en question n'est pas présenté comme étant un modèle à imiter, n'est pas présenté c'est de manière... C'est la cible de la blague. Oui, voilà. Mais donc visiblement, il vaut mieux carrément le... Le New York Times, c'est vraiment n'importe quoi.
Ah oui, tu t'écrirais plus pour New York Oui, Times. voilà, c'est ça. Enfin, tu fais On semblant m'a quand tu fais tes refusé la dernière reportages. fois. Ah oui. Oui. C'était d'accord. Bon, Je suis arrivé à 40 pages et ils ont dit non, c'est trop long. ok. Mais toi, du coup, Julien, t'es déçu de plus pouvoir. Enfin, toi, t'as encore le droit de le dessiner, d'ailleurs, si tu veux, mais tu ne seras plus dans ce fameux Pépé le putois, mais il sera plus dans les dessins animés de. Ouais, moi ce qui me fait peur là-dedans, c'est que en fait, des personnes qui exploitent des catalogues, comme Disney par exemple, se mettent à corriger. Vraiment comme des profs aujourd'hui à retoucher leurs trucs parce que ils se rendent compte que moins de gens les regardent et aujourd'hui par exemple ils ont leur plateforme de streaming à eux donc ça veut dire ils peuvent voir en temps réel même je pense si quelqu'un fait une pause ou arrête de regarder un film parce que ça l'intéresse plus ou ne regarde vraiment plus un film ils peuvent je pense voir des statistiques et se dire bah tiens ce film là il intéresse plus personne qu'est-ce qu'on pourrait corriger là-dedans pour essayer de voilà c'est des gagneuses quoi pour eux les films faut les faire tapiner. Il me semble que Rhys, toi ce matin tu avais d'autres exemples qui te venaient en tête non de trucs qui avaient été un peu modifiés Non mais c'est surtout la vision que les gens ont de l'enfance. Ils pensent que quand on est enfant les gosses doivent être façonnés dès le départ, un peu moulés à la louche, et que quand ils sont moulés à la louche à 5 ans, toute leur vie, ils resteront comme ça. Mais comme si les gens n'évoluaient pas, enfin je sais pas, moi quand j'étais gosse, bien sûr, je lisais des trucs qu'aujourd'hui je peux trouver cons, mais avec le recul, je m'apercevais que justement, c'était un peu con, mais ça aide aussi à forger son esprit critique, voilà, comment dire, on grandit aussi contre soi-même. Plus on grandit, plus on s'aperçoit que quand on était gosse, effectivement, on faisait des jeux à la con. Mais c'est pas gênant, ça sert à ça aussi de faire des conneries quand on est gosse, c'est d'être un peu plus lucide, c'est de devenir adulte aussi. Mais penser qu'un gamin de 5 ans va tout de suite être adulte à 5 ans, il va tout parfaitement comprendre, c'est vraiment prendre les gosses pour des espèces pour de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont façonner des gosses parfaits dès 5 ans, mais ça c'est des théories de régime fasciste. Dans tous les régimes fascistes, ils dressent les gosses dès 4 ans, ils les font défiler avec des petits tambours, parce qu'ils pensent qu'ils veulent en faire des êtres parfaits, mais ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc quand on voit que des gens qui se disent progressistes raisonnent comme des théoriciens de régime fasciste, où ils disent voilà, on va façonner le gamin parfait dès 5 ans, c'est terrifiant. Pour moi, c'est des mentalités de fachos. Voilà. Bah, tu vois, on parlait de Barbe Bleue par exemple ce matin. Voilà, c'est ça, on parlait de Barbe Bleue. En disant, ce qu'on offre aux petites filles là-dedans, c'est seulement la possibilité de s'identifier aux femmes qui sont trucidées. Et moi, quand j'étais môme, je suis un mec, je m'identifiais pas à Barbe Bleue. Je me disais, putain, c'est un gros taré. Voilà. Bah oui, j'ai peur. Et puis, je me disais, voilà, c'est pas un exemple à suivre. Bah oui, quand même. Mais au contraire, ça te fait prendre conscience que c'est monstrueux, en fait. Oui, de faire ça donne pas envie de le refaire. Mais après, tu vois, par exemple, moi je trouve le fait de retoucher comme ça des créations, enfin une création c'est le reflet d'une époque, à chaque fois d'un instant, c'est un instantané d'une époque. Et le retoucher après, c'est comme si aujourd'hui on retouchait des couvertures qu'on avait fait il y a, je sais pas, 10 ans, comme si on retouchait des photos. Enfin, il y a des exemples de ça dans le passé. Exactement. Non, mais parce que là, effectivement, si j'ai bien compris, il n'est pas tout à fait question de retoucher les dessins animés qui existent déjà, mais plutôt ne plus utiliser les personnages. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Il y a parfois une volonté de vouloir aller modifier des choses qui sont le reflet d'une époque, et à partir de ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. En fait, c'est même pas sûr que ce soit le reflet d'une époque, c'est nous qui généralisons à partir de quelques œuvres ce qu'était censé être cette époque, mais tu pouvais vivre à cette époque-là et avoir la lucidité qu'il fallait par rapport à ça. Enfin, je veux dire, les gens aussi avaient le droit d'être intelligents à cette époque-là et de comprendre dès ces époques-là que, c'est vrai, certaines formes étaient un peu grossières et caricaturales. Donc c'est pas non plus, quand on dit c'est l'époque, toute l'époque était comme ça, non, oui, certaines personnes pouvaient penser comme ça, mais tout le monde pensait pas comme ça non plus. Enfin, faut pas non plus prendre l'humanité pour un tas de crétins en général, quoi. Est-ce que pour terminer, est-ce que Robert, tu es aussi optimiste? Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas prendre l'humanité pour une bande de crétins ou pas? Ah bah si. D'accord. On n'a pas d'espoir. On est foutu, hein. C'est fini. Bon, je vais me suicider parce que je viens de découvrir que le Dieu n'existe pas. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va trouver autre chose. Hein. Oui, on va trouver un décapsuleur. L'alcool. Oui, parce que on rappelle que c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Oui. Crack cocaine for everybody. Yeah. Bon, allez, voilà. Merci beaucoup tous les trois. Mais il a fait quoi, Saint-Patrick? Ah oui, ça c'est une bonne question. Il est mort comment? C'est surtout, il est mort comment? Décapité. Accident de voiture. Ah, c'est encore pire.
Hey, ça n'a rien de drôle, mais putain, un peu 5 de grammes dans le sang. respect. Que vous êtes Non, mais c'est raciste. vrai, c'est Tout pas le un mec monde a du raison. Moyen-Âge. Charlie Hebdo, c'est raciste. Non, mais il est mort comment? Et les gars, Mais je croyais que c'était un mec du Moyen-Âge ou quoi, moi, Saint-Patrick. Non, mais oui, il est mort comment? Écartelé, écorché? Tu le sais même pas en fait. Il sortait de boîte. Non, je suis expert là-dessus. quoi. Patrick le. Il a été mordu par le dernier vipère en Irlande. Aux Vipers. Oui, voilà. Ah, une vipère. Un aspe. un- Patrick le putois, c'était pas son surnom. Allez. Sans place. Voilà, merci. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. Voilà, ne de- vous faites pas sucer par une vipère. Bah, voilà, ça, je pense que c'est un conseil, un excellent conseil. Donc, on en aura d'autres pour vous la semaine prochaine. Au revoir. Scientifiquement, C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.